Alors très concrètement, aujourd'hui, c'est pas pris en compte. En fait, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont et c'est pas pris en compte. Et quand c'est pris en compte, et ben, à un moment donné où il faut rentrer dans l'enveloppe, ben, on enlève ce qui était prévu pour s'adapter. Aujourd'hui, ce qui fait que le secteur de la santé s'adapte, c'est, et je vais le dire très concrètement, c'est la force de ses professionnels. Et c'est le système D. Moi, je vais parler de mon expérience, mais comment on traite la rigueur climatique, et ben on met des couvertures de survie inversées sur les fenêtres. Voilà, vous mettez le recto et vous... C'est pas vrai dans la presse, donc je peux dire, vous mettez des pains de glace dans les poches, vous aspergez vos résidents, vous rassemblez tous vos personnes âgées dans une seule pièce, vous mettez 2 clims dimensionnés pour couvrir une pièce de 25 mètres carrés, ça fait 70, bah, vous croisez les doigts pour que ça tienne et que voilà. Avec un peu de chance, ça fait disjoncter l'aile du bâtiment dans laquelle vous avez installé vos clims. Ou alors vous en mettez une à chaque bout du couloir. Ça, c'était interdit pendant le Covid, mais sinon vous en mettez une à chaque bout du couloir, vous ouvrez les portes et vous espérez qu'il va y avoir un espèce de courant d'air frais qui va passer de chambre en chambre. Voilà aujourd'hui l'adaptation au changement climatique dans les structures. Alors, on milite, et je pense que c'est tous les CTES qui ont des établissements qui ont en charge des projets de rénovation aujourd'hui l'intègrent en tout cas, ou se font le porte-parole pour l'intégrer dans les projets de rénovation. Mais aujourd'hui, en fait, l'enjeu sur le patrimoine hospitalier, il y a un retard qui est tellement conséquent, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le peu de budget qui est là, il passe pour l'adaptation de la prise en charge des secteurs d'hospitalisation, etc. Et pour l'instant, clairement, c'est pas pris en compte. Ce qui va être pris en compte, ça va être les risques d'inondation, des choses comme ça, et encore. Et sinon, c'est dans les organisations du personnel, sur la gestion de l'urgence, la gestion de crise, le plan bleu, le plan blanc, tout ça, en fait, c'est que de l'organisation humaine, et c'est pas de l'adaptation d'infrastructures. Désolée. C'était pas la réponse attendue, mais... Et c'est très bien. Dominique, c'est une question que les administrés ils ont de plus en plus. Je parle notamment des écoles, des crèches. Je veux dire, comment on fait en sorte que dans la salle des CM2, ils ne fassent pas 37 degrés pour travailler? Oui, mais je ne pense pas que cette question elle vienne de l'adaptation au changement climatique. Là, on est encore sur une réaction à ce qu'on vit comme changement climatique aujourd'hui. Alors que l'adaptation, il faudrait déjà qu'on soit adapté à ce qu'on vit, mais il faudrait en plus qu'on s'adapte à la situation future. Sur un autre domaine, sur les réseaux électriques, par exemple. Là, je suis encore bien placé pour le savoir parce qu'on avait 220 000 sur les 411 000 usagers du réseau d'électricité qui étaient sans courant jeudi dernier en Côte d'Armor. Ce réseau-là, il a été adapté à un changement climatique, en tout cas des phénomènes climatiques qu'on imaginait déjà importants, mais ça ne va pas être adapté par rapport à une succession de tempêtes qui viendraient donc, tous les 5-10 ans en Bretagne. Donc on voit que sur une infrastructure déjà, on ne s'est pas adapté. Quand en plus il faudrait le faire sur des bâtiments avec des usagers et donc qu'on s'adapte à une potentialité de survenue de chaleur, même en Bretagne, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Alors, moi, j'ai tendance à regarder ce qui a été fait déjà par le passé, voire même le passé ancien. C'est que quand on utilisait notamment les matériaux qui étaient présents sur place, les techniques sur le bâti ancien, elles montrent une forme d'adaptation à la variation climatique qui est beaucoup plus forte que ce qu'on a proposé comme technique moderne dans le bâti. Moi, dans ma commune, on utilise beaucoup... C'est pas moi, c'est pas mon micro, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Dans ma commune, on utilise beaucoup la terre crue, parce que c'était le système de construction. Il y a quelqu'un qui joue avec un micro. Il joue avec le micro. Non? Ah ouais, quelqu'un cherche à faire taire Dominique Ramard. Voilà. J'ai dit du mal tout à l'heure de quelques-uns, et donc forcément, ça me retombe dessus. Hein. Donc je termine sur mes bâtiments en terre crue. Là, on a un matériau qui est très bien adapté à une grande variation de température dans l'année, voire même qui gère bien l'humidité. Donc, on voit ces techniques-là, il faut qu'on les ramène au goût du jour. Et donc là, on sera potentiellement plus adapté donc, au changement climatique qui vient et qui est déjà là.
On va reconstruire des écoles dans des dolmens en Bretagne, parce que c'est ça qui fonctionne. On a le temps pour une dernière question, une ultime question, et elle sera là. Merci de vous présenter. Oui, non, le verre, est-ce qu'on peut remonter le verre? Bonjour, Patrice Barbel, France Université, je représente les présidents d'université disons ici. Dans le réseau des décideurs, potentiellement, on peut se retrouver. En fait, c'était par rapport à la question précédente, apporter un élément de réflexion. Tout récemment, I4CE et la Banque Postale a fait un travail de prospective sur les enjeux de mobilisation des investissements. Ils ont construit 4 scénarios. Un scénario qui est on mobilise complètement la dette. Un deuxième scénario, on redirige complètement les investissements vers les transitions. Un quatrième scénario, on fait appel à l'impôt sur le territoire. Il y a un cinquième scénario, on fait appel aux aides de l'État. Alors, on peut penser que ces 4 scénarios sont sans doute des combinaisons, mais je trouve que c'est très intéressant d'aller regarder ces scénarios-là, parce que ça permet de comprendre les logiques d'investissement et entre autres de comprendre le rôle de l'épargne brute pour les collectivités ou la capacité d'autofinancement pour les universités et pour les hôpitaux. Et de regarder justement comment est impactée cette capacité, je vais résumer en disant cette capacité d'autofinancement qui, je pense, parle énormément aux décideurs. C'est d'abord ça qui va être important pour lui. Et de comment justement on arrive à modifier son discours pour éviter d'être dans une démarche purement technique et dans une démarche qui est à la fois financière et économique et budgétaire par le fait. Parce que c'est un enjeu de soutenabilité globale. Et je pense que d'aller lire ce document-là, ça donne une perspective de tous ces objets d'investissement potentiels. Alors les universités, potentiellement, j'ai tendance à penser, elles ont fait fi, justement, et plutôt réorienter complètement l'investissement via les CPER, je pense que vous n'allez pas me contredire, sur la rénovation. Mais on voit bien que dans les collectivités, par le travail qu'on fait avec la FNCCR, eh bien, ça reste quand même très difficile, cette affaire-là. Et c'est vrai que la question du mandat, etc., est important. Et moi, ce que je crois aussi dans potentiellement ce carte des décideurs, moi, dans des sujets complexes comme ça, qui impactent le long terme, c'est de pouvoir prendre des décisions collectives, justement, qui transcendent sans doute les mandats et qui permettent sans doute de reposer les questions un peu différemment sur les territoires, dans une vision de territoire, c'est-à-dire qui amène, bon, moi je parle des ODD, souvent les objectifs de développement durable, mais ça permet justement de reconstruire sur les territoires les enjeux de vulnérabilité sur lesquels on peut être, qui est à ce moment-là tout azimut, c'est-à-dire à la fois santé, sociale, éducation, etc. Juste au-delà de 3 minutes, c'est plus une question, c'est un discours. C'est pour dire, c'est ça, le sujet il est là, c'est-à-dire comment les décideurs peuvent se saisir de ces sujets-là. Merci beaucoup, en tout cas pour ce témoignage et cette remarque. Je vous demande d'applaudir et de remercier Louis Droissard, Camille Devrotte, Dominique Ramard et Raphaël Greff pour le temps qu'ils nous ont consacré. Ce matin, quelques consignes, ça va être l'heure de manger. Et donc ça se passera là-haut, comme ce matin. Les lieux d'atelier, pour le coup, c'est ici, pendant la pause déjeuner. Voilà, cet espace va être compartimenté. Donc tous les ateliers ont lieu également à ce niveau-là. Rappelez-vous, pendant tous les temps informels, pendant le repas, votre badge sert de carte « Je m'incruste ». Donc allez-y, créez des liens, causez entre vous. Retour en atelier à 14 h pour 4 séquences d'ateliers différents, fin à 18 h. Et la bamboche, c'est à 19 h 30. L'information, il y a des fly là-haut qui distribuent, parce qu'effectivement, à partir de 19 h 30, au jardin du Pont-Neuf, c'est sur une péniche, c'est pas loin. Donc voilà, n'hésitez pas à choper, il y a des petits fly qui vous expliquent tout, là-haut, jardin du Pont-Neuf, à 19 h 30. Bon appétit et très bon après-midi.